Salut Claude. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien? Je vais faire un petit test son. Si tu peux me mettre un petit commentaire pour me dire si tu m'entends, ça serait top. Comme ça, je sais qu'on m'entend. Salut Marine. Ça va, on m'entend bien? Ok, super. Eh ben allez, on va démarrer et puis d'autres personnes vont sûrement nous rejoindre en cours de route. Si vous n'avez pas le temps de rester, ça sera visible en replay, donc pas de panique. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de comment on construit sa clientèle et comment on la fidélise quand on est rédacteur web. C'est vrai que c'est quand même une grande question parce que c'est de là que vous allez tirer la rentabilité de votre entreprise. Et quand on débute ou quand on n'a pas encore sauté le pas, ça peut être une inquiétude. Donc, il me semble que c'était intéressant après le premier replay, le premier live qui était sur une vision un peu globale du métier, d'attaquer tout de suite sur des problématiques de viabilité de l'entreprise. Pour le petit brief, moi, ça fait donc 2 ans que je suis activement rédactrice web. Mon offre, elle a beaucoup évolué depuis, donc aujourd'hui, j'ai plus de mal à me définir comme une rédactrice web parce que j'en parlerai, mais j'apporte quand même autre chose que de la rédaction. Je fais du pilotage de projet, donc du coup, je suis aussi un peu SEO, je fais beaucoup de stratégies de contenu. Tout ça, ça participe, à mon sens, au positionnement qui vous permet de construire et de fidéliser la clientèle. Donc voilà. Après, c'est pas un cours sur la vente, c'est pas un cours non plus sur les stratégies de fidélisation de clients. C'est un retour d'expérience par rapport à ce que moi j'ai pu vivre, ce que je peux constater autour de moi. Et donc du coup, je vous fais profiter de ce retour-là, sachant que c'est perfectible, que je ne répondrai peut-être pas à toutes vos questions. Donc je suis à votre disposition après en message privé ou sur les commentaires pour aller un peu plus loin sur des questions que vous pourriez vous poser. Donc du coup, pour démarrer déjà, ça serait intéressant qu'on se demande ce que c'est la clientèle d'un rédacteur web. Souvent quand on débute, on a le fameux syndrome de l'imposteur, on ne sait pas très bien comment se positionner. Et donc on a tendance à fuir les relations en direct avec les clients et à aller vers des zones de confort, de pseudo-confort comme les plateformes. Ça a été mon cas, donc c'est sans jugement. Euh, Par exemple, moi j'ai démarré sur Scriber, mais il y a aussi Textbroker, il y a d'autres plateformes de rédaction web. Donc souvent, on va là-bas parce qu'on sait qu'on va avoir du client, des briefs, on va avoir du travail, mais en fait, on n'a aucune relation réelle avec le client. Alors, je ne parle pas pour Textbroker où j'ai jamais mis les pieds, mais ce qui est sûr, c'est que sur Scriber, on reçoit des briefs qui sont impersonnels. C'est assez délicat d'envoyer des messages pour préciser. Généralement, les clients n'aiment pas trop ça. Et donc, du coup, on ne peut pas considérer, à mon sens, que sur les plateformes, on développe une clientèle. Donc, on va écarter tout de suite cette possibilité-là et ça ne va pas être l'objet de notre échange aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce que c'est un vrai client pour un rédacteur web, c'est-à-dire qui sont les personnes qui commandent en direct, sans passer par des plateformes, à différents rédacteurs web. Et après, on va voir comment devenir le rédacteur web de ce client et comment on peut le fidéliser et puis le garder, augmenter petit à petit les prestations qu'il achète pour du coup croître à ses côtés.
Donc, si on fait un petit tour de la typologie des clients d'un rédacteur web, on va se rendre compte très rapidement en fait qu'on a généralement affaire à des chefs d'entreprise. Souvent, c'est TPE, PME, mais ça peut arriver aussi de travailler pour des grands groupes. Là, par exemple, moi, je vais démarrer une collaboration avec l'Arbre Vert, donc c'est une très grosse société. Donc, dans le cadre d'une TPE ou d'une PME, souvent l'interlocuteur, c'est le chef d'entreprise. Mais il arrive aussi, selon la dimension de l'entreprise ou sa structure, que l'interlocuteur, et du coup, d'une certaine manière, le client, ce soit un chargé de communication, ça peut être aussi un chargé de projet web, ça peut être un SEO, un chargé de référencement naturel, ou encore un chargé de marketing. Donc, il va falloir, pour chaque client qui vous contacte, identifier finalement sa place dans l'entreprise, son pouvoir de décision. Est-ce qu'il décide tout seul? Est-ce qu'il doit en référer à sa hiérarchie? Tout ça, ça va en fait être très important pour savoir comment vous adresser à lui et comment faire vos propositions progressivement pour augmenter du coup les prestations que vous lui proposez. Donc ça, c'est le premier volet, on va dire, de clientèle, le premier lot de clients qui est quand même celui que vous avez tout intérêt à cibler parce que mine de rien, ce sont des entreprises qui ont du budget. Et puis, l'intérêt de travailler comme ça, c'est aussi de toucher des clients qui, eux, ont comme objectif de se développer sur Internet et de faire confiance aux gens qui ont l'expertise. Donc pour vous, vous allez pouvoir vous positionner comme expert parce qu'ils n'ont pas forcément ces compétences-là en interne. Donc il va falloir travailler sur la confiance. Aux côtés de cette typologie-là, vous allez avoir aussi tout un lot de clients qui sont des indépendants. Salut Magali. On va avoir par exemple des indépendants qui sont dans tout type de domaine. Ça peut être des gens en profession libérale, avocats, ça peut être des thérapeutes. Moi par exemple j'ai travaillé et je travaille encore avec des gestionnaires de paye indépendants. Donc vraiment ça peut être très très varié. J'ai aussi travaillé au printemps avec une structure qui est à Paris. En fait, c'est une seule personne qui s'occupe de la cosmétique automobile. Donc, vous voyez, au niveau de la thématique, c'est très variable. Ce qui est intéressant, en fait, en ciblant un indépendant, c'est que lui, généralement, s'il vous contacte, c'est qu'il est en pleine croissance, il est débordé par son boulot. Vous allez aussi vivre ça, vous, de votre côté, en tant que rédacteur, quand ça marchera bien. Ou si ça marche déjà, vous voyez de quoi je parle. Et du coup, ils ont besoin de déléguer, ils ont compris l'intérêt du référencement naturel. Ils ne sont pas forcément très bons en rédaction et encore moins en rédaction optimisée, donc ils cherchent à déléguer. Et du coup, ces indépendants-là, vous allez vraiment devenir un partenaire pour eux de confiance avec qui la collaboration peut durer des mois, des années, fonction en fait de leur propre succès. Ensuite, vous pouvez aussi cibler des gens qui sont dans le domaine du numérique. Et là, c'est super intéressant et on n'y pense pas forcément quand on est rédacteur web débutant. Les indépendants ou les agences web qui sont créateurs de sites internet, SEO, graphistes, web designers, etc. Tous ces métiers du numérique ont une relation privilégiée avec vous. Premièrement parce qu'ils connaissent votre métier. Ils savent très bien ce que vous pouvez apporter de plus par rapport à leurs propres compétences à leurs clients et ils ont leur propre système de prospection, donc leur propre clientèle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument cibler. C'est des gens qu'il faut cibler parce qu'en fait, vous allez pouvoir multiplier très rapidement votre clientèle en devenant le partenaire privilégié de ces personnes-là. Par exemple, moi, je travaille avec beaucoup de créateurs de sites web, indépendants ou en agence. Et franchement, ça représente, je pense, j'ai pas fait des calculs exacts, mais je pense que ça représente un peu plus de la moitié de mon chiffre d'affaires parce que c'est des personnes qui ont leur propre système de prospection. Ils ont des clients réguliers et à chaque fois des besoins en rédaction. Donc, il va falloir aussi voir comment on cible ces gens-là. Donc il y a plusieurs manières en fait d'aborder sa clientèle. Déjà, il va falloir savoir où elle se trouve et elle ne se trouve pas toujours au même endroit. Ça va vraiment dépendre en fait de qui il s'agit. Donc si par exemple vous voulez cibler des entreprises type PME, TPE,
Alors, si c'est des entreprises qui sont dans votre région, en local, vous allez pouvoir en fait travailler sur le réseau local. Par exemple, vous pouvez rejoindre des groupements d'entrepreneurs, type BNI ou des groupes un peu moins onéreux parce que la cotisation BNI, elle est super élevée. Donc vous allez pouvoir aller vers ces groupes-là, vous montrer de manière physique, être présente présent à des réunions, à des rendez-vous, des petits déjeuners d'affaires, faire savoir en fait que vous êtes là, que vous savez faire un certain nombre de choses. Vous pouvez aussi cibler la clientèle locale en allant sur Internet. Vous cherchez dans un domaine qui vous intéresse ou par zone géographique différentes entreprises présentes dans le tissu local. Vous allez voir s'ils ont un site internet. Si c'est oui, vous allez analyser la qualité de ce site internet en termes de contenu, de référencement. Et vous pouvez oser faire de la prospection à froid, c'est-à-dire passer un petit coup de fil, passer dans les locaux ou envoyer un mail. Et puis ça dépend un petit peu de comment vous sentez vous les choses, mais il faut expérimenter. Et vous allez pouvoir vous faire connaître, dire voilà, je suis dans le village d'à côté, ou je suis dans la même ville, voilà ma spécialité. J'ai remarqué que vous aviez un site, c'est super, ça montre que vous avez compris les enjeux de développement économique aujourd'hui, mais j'ai vu qu'il y avait certaines choses qu'on pouvait améliorer. Vous donner quelques exemples. Voici le genre de choses que je suis capable de faire pour vous. Si ça vous intéresse, on pourrait prendre rendez-vous dans vos locaux ou par téléphone ou en visio pour en discuter. Donc tout le tissu local, privilégiez quand même la présence réelle et le contact en direct, c'est super important. Et c'est valable aussi pour les agences web de votre région. Alors eux, ils seront particulièrement ouverts à la discussion. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de mauvais retours. J'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit « Ah non, vraiment, on n'en veut pas ». Parce qu'en fait, un créateur de site web a tout intérêt, s'il n'est pas formé à la rédaction ou au référencement, à aller attraper finalement ce type de profil, comme le vôtre, pour pouvoir proposer à leurs clients une offre plus intéressante, plus complète, plus experte. Et donc, c'est à vous d'aller mettre en avant ces atouts-là. Mais vous verrez que sur des prestataires digitaux comme ça, vous avez assez peu d'éducation à faire. Vous allez finalement trouver des gens qui sont déjà convaincus par ce que vous proposez. Tout ce qui va se jouer à ce moment-là pour que ça marche pour vous, ça va être la relation humaine. Est-ce que vous êtes vraiment la personnalité qui colle avec les valeurs de cette agence ou de cet indépendant? Est-ce qu'il y a moyen de créer une relation presque amicale finalement et du domaine de la personnalité, du feeling, pour que cette personne elle ait envie de rester en contact avec vous et de monter différents projets dans le temps. Mais ensuite, évidemment, on fait un métier qui se pratique énormément à distance et donc ce n'est pas la peine de vous concentrer que sur une clientèle locale. Vous pouvez aller au-delà en allant, par exemple, sur les réseaux sociaux pour capter cette clientèle. Alors, j'ai noté quelques petites choses, par exemple, parce qu'il existe plein de types de réseaux et ils n'ont pas tous le même fonctionnement. La relation n'est pas toujours la même. Donc, du coup, par exemple, moi, j'ai expérimenté un peu LinkedIn, j'ai un profil dessus. LinkedIn, ça se rapproche presque de la discussion en entreprise à la machine à café. Il y a quelque chose d'assez normé, un peu dans la retenue, quelque chose d'ultra professionnel. Et donc, du coup, il faut se sentir à l'aise avec ce type de relation. Ça va être un type de relation qu'on retrouve notamment quand on se retrouve, je trouve, ça c'est vraiment mon sentiment personnel, mais qu'on retrouve dans les BNI et les groupes d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on est là pour montrer une image professionnelle et pas spécialement pour être le vous intime que vous pouvez révéler dans d'autres types de relations clients. Donc LinkedIn, personnellement, moi, j'y mets pas beaucoup d'énergie, quasiment pas, en fait, je suis presque pas présente, parce que les contacts que j'ai eus, ils étaient nombreux, donc la clientèle existe, ne me correspondaient pas. Je trouvais des chefs d'entreprise un peu autoritaires, un peu arrogants, des représentants de start-up, tout un univers avec lequel j'ai peu d'affinité. Donc finalement, il y a eu quelques collaborations, mais pour moi, j'ai pas eu envie de fidéliser parce que je me sentais pas spécialement à l'aise.
Après, vous avez aussi évidemment Facebook. Donc là, je peux davantage vous en parler parce que Facebook, c'est mon principal canal de prospection. Donc Facebook, il y a plusieurs manières d'être présent dessus. Vous allez avoir votre profil, bien sûr. Ce profil, il peut être un mix entre des informations professionnelles sur votre propre activité, du partage d'informations sur votre domaine, mais c'est aussi un moyen de créer des contacts un peu personnalisés avec des gens de tout horizon, et notamment des pairs, c'est-à-dire des gens qui sont aussi rédacteurs web. Et ça, c'est super important. On a tendance souvent, quand on débute, à dire « Oh là là, non, tout ça, c'est des concurrents ». Mais non, en fait, bien sûr, en soi, c'est des concurrents, mais on ne cible pas forcément la même clientèle, on n'a pas les mêmes thématiques. Et en fait, en étant en contact avec des gens qui font votre métier, vous allez rencontrer plein d'avantages. D'une part, vous allez vous faire des amis, et ça fait du bien. Vous allez pouvoir parler de vos soucis, de vos difficultés. Et puis, quand vous avez un gros coup de rush ou que c'est l'autre rédacteur qui a un coup de rush, vous refilez des clients. Et ça fonctionne super bien. Vous pouvez aussi un jour avoir une proposition parce que le projet est gigantesque et donc il y a un gros besoin en rédacteur web. Et donc, vous allez partager le client à plusieurs. Tout ça, c'est possible si vous avez entretenu des relations sincères et vraies avec des rédacteurs avec qui vous avez des affinités. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. Et c'est quelque chose que vous allez aussi pouvoir déployer auprès des créateurs de sites web, auprès des SEO, etc. Des graphistes, voilà. Donc déjà sur Facebook, il y a la possibilité de créer des relations interpersonnelles intéressantes pour développer votre clientèle. Ensuite, sur Facebook, vous allez avoir la fameuse page d'entreprise. Alors la page d'entreprise, ne vous faites pas trop d'illusions. Elle est très très peu visible. Vos contenus sont montrés à un pourcentage infime de vos propres abonnés. Donc il n'y a vraiment aucune visibilité, à moins de payer de la publicité. Mais c'est intéressant de poster quand même dessus régulièrement parce que quand vous allez poster sur votre page, vous allez déjà pouvoir partager ce contenu sur votre propre profil pour augmenter un peu sa visibilité. Mais en plus, si quelqu'un veut se renseigner à votre sujet, il va aller voir. S'il voit que c'est inactif, pas renseigné, il va avoir le sentiment que votre entreprise, elle est un peu à l'arrêt en fait. Et donc, il faut régulièrement poster un petit contenu, mais sans y perdre toute votre énergie, parce qu'encore une fois, la visibilité, elle est quand même infime. Et ensuite, sur Facebook, un moyen qui, à mon avis, est le plus puissant pour développer sa clientèle, qui va vous sembler très chronophage à mon avis dans un premier temps. Moi, je sais que les 6-8 premiers mois, j'ai passé plusieurs heures par jour. Ça réduit, rassurez-vous, au fil du temps, vous avez moins besoin. C'est les fameux groupes. Dans les groupes Facebook, vous allez cibler des groupes d'entrepreneurs, vous allez cibler des groupes qui sont dans des thématiques qui vous intéressent. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'hypnose, la PNL, donc je suis dans des groupes de spécialistes de ce domaine-là. Déjà, pour ma propre culture, c'est chouette, mais ça m'a permis de nouer des relations privilégiées avec des hypnothérapeutes qui sont devenus des clients. Donc vraiment, ça, je vous le recommande. Et ensuite, vous allez bien sûr essayer de vous faire une place dans des groupes de grande valeur sur votre propre domaine. Donc ceux qui me connaissent depuis un petit moment savent que j'ai été modératrice pendant 1 an du groupe Oursiders, que j'ai cofondé d'ailleurs. Ce groupe-là, c'est un groupe de haute valeur en termes de numérique parce que c'est des experts qui l'alimentent, parce que le public qui vient, c'est des personnes très bien sélectionnées qui ont un fort intérêt pour la question. Pas forcément des rédacteurs web et des créateurs de sites ou des SEO. Il y a des photographes, il y a plein de métiers qui sont représentés. Il y a des e-commerçants, etc. Ces gens-là, en fait, vous allez être présent pour eux de manière totalement gratuite, mais vous allez donner du conseil. Vous allez donner de la valeur, vous allez répondre à leurs questions de manière désintéressée parce que ce n'est pas toujours vos futurs clients. Mais pourquoi faire ça ? Eh bien parce qu'en fait, vous construisez par ce biais-là votre propre réputation. Vous êtes en train de montrer que vous savez de quoi vous parlez, que vous avez donc cette expertise, qu'on peut vous faire confiance parce que vous êtes toujours là et que on peut aller vérifier ce que vous racontez.
Vous acceptez le dialogue, donc vous montrez aussi ouvert à la discussion. Vous pouvez reconnaître vos propres échecs, vos difficultés. Moi, c'est pas parce que j'étais modératrice que j'ai jamais osé poser de questions qui peut-être étaient bêtes pour certaines personnes, mais des choses techniques, des points bloquants pour moi. Donc, vous allez entrer dans une communauté. Et cette communauté, elle va constituer un fond de valeur sur votre réputation et elle va vous permettre en fait de créer un faisceau en fait de confiance autour de vous. Donc ça, c'est vraiment pour moi Facebook incontournable en rédaction web pour tous les points que j'ai pu évoquer. Et puis au printemps, je me suis dit quand même, je ne suis pas présente sur Instagram, donc je vais y aller. Alors, je peux faire aujourd'hui un bilan parce que, mine de rien, depuis mai, j'ai fait mon petit parcours sur Instagram et je peux vous dire que je n'ai pas du tout trouvé la même clientèle que sur Facebook. En fait, sur Instagram, je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal à trouver des chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'y sont pas. Sur Instagram, la plupart des personnes présentes et ouvertes à l'échange, à la discussion, qui sont aussi en recherche finalement de recommandations, de prestataires, la plupart du temps, c'est des indépendants. Des indépendants qui vont être dans certains domaines, comme la cosmétique, la beauté, la santé, qu'est-ce que j'ai pu voir bon, bien sûr, tout ce qui est coaching et tout. Mais vous allez aussi trouver des gens qui sont intéressés par votre métier, pour leurs propres clients ou pour leur propre avenir. Donc ici, par exemple, aujourd'hui, dans les personnes qui me suivent et que je remercie d'être présentes, il y a des gens qui ne sont pas encore rédacteurs web, mais je sais que c'est leur projet. Et ces gens-là, je ne les avais pas rencontrés sur Facebook. Je les ai rencontrés ici, ou alors sur Facebook, mais du côté personnel, sur mon autre profil, parce qu'on vient tous de l'éducation nationale et qu'on a tous vécu un peu la même galère. Donc sur Instagram, il y a des gens qui pratiquent le métier que vous pratiquez, qui sont intéressés pour en savoir plus. Ils sont débutants ou ils n'ont pas passé le cap. Il y a aussi des créateurs de sites, des développeurs web. Ces gens-là recherchent des rédacteurs web avec qui nouer des partenariats. Alors il faut vraiment se méfier. J'ai eu beaucoup d'échanges qui m'ont fait perdre beaucoup de temps en message privé pour rien. Parce qu'il y a un petit travers que j'ai l'impression d'avoir détecté ici sur Insta, c'est beaucoup de créateurs, en fait, enfin pas de créateurs, mais de gens qui cherchent à réseauter pour leur propre image, mais pas du tout dans un but sincère. Donc beaucoup de gens qui vont te dire « Ah, c'est génial ce que tu fais, j'aime beaucoup », ils te posent 2-3 questions, tu leur poses à leur tour des questions et ensuite ils essayent de te faire rentrer dans leur propre tunnel de vente. Ah bah prends rendez-vous sur mon agenda en ligne, on va discuter. Puis en fait, ils essayent de te vendre ce qu'ils sont ou ce qu'ils font ou leur service. Et très rapidement, tu vois que c'est pas du tout authentique. Donc il faut quand même se méfier. Donc moi, après cette petite analyse, étant donné que j'avais envie de faire un gros partage d'expérience sur ce que j'ai appris en 2 ans, et puis aussi, j'ai un peu vécu, hein, j'ai quand même 36 ans et j'ai eu 3 métiers, donc je pense que je peux apporter pas mal de choses. Je me suis dit, bah, Instagram, finalement, c'est par ce biais que je vais développer mes projets de formation, parce que finalement, c'est ici que je trouve les personnes les plus intéressées par ça. Donc ça, j'en parlerai une autre fois, c'est pas le sujet. Et alors, bien sûr, comme vous êtes rédacteur web, ou que vous allez le devenir, il existe encore un autre canal de prospection qui n'est pas un réseau social, mais qui est votre site web. Donc, n'allez pas voir le mien parce que c'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Mais un site web, c'est travailler votre référencement sur Google, montrer du coup que vous savez de quoi vous parlez puisque vous serez bien référencé. Et puis, vous pouvez coupler, par exemple, si vous avez un blog sur ce site, coupler vos articles de blog avec un compte Pinterest. Et du coup, vous allez apparaître dans le moteur de recherche Pinterest. Et du coup, ces deux choses combinées vont augmenter fortement votre trafic et même un trafic qualifié. Et du coup, vous avez là une manne de prospection idéale pour pouvoir vendre vos services. Voilà. Alors du coup, être présent sur les réseaux sociaux, oui. Être présent sur tous, non. C'est impossible. En tout cas, pas tout d'un coup. Je vous le déconseille. Vous allez mal faire les choses. Vous n'allez pas être suffisamment présent sur certains.
ça va pas être terrible. Donc, vous créez un profil partout, c'est bien. Ça évitera à d'autres personnes d'avoir l'idée de vous plagier, de retrouver sur n'importe quel truc, par exemple Twitter ou LinkedIn, un compte Anmoff alors que c'est pas vous. Donc, c'est important de le créer, c'est important de l'optimiser, d'y mettre vos propres images et vos contacts, et c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la publication quotidienne, les échanges, si ce n'est pas le réseau dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc, vous choisissez un réseau, 2 à la limite, et vous allez vraiment vous appliquer à créer des vrais contacts, des relations sincères, à développer une communauté. Et c'est vraiment, à mon avis, une bonne stratégie pour pouvoir vous faire connaître. Alors, du coup, on peut faire... donc, je pourrais vous donner plein de détails sur comment on optimise son profil selon les réseaux et tout, parce que j'ai pas mal travaillé dessus, mais ce n'est pas l'objet. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un live une autre fois là-dessus. Du coup, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de reprendre un petit peu quels sont les enjeux pour vous. En gros, par quelles étapes vous allez passer pour construire votre clientèle? Pour moi, voilà ce que j'ai noté. Désolée, je lis un peu mes notes, mais c'est pour ne pas vous dire n'importe quoi. Donc, tout d'abord, vous allez définir votre positionnement. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce qui vous différencie des autres, pourquoi, quelle est votre personnalité. Vous allez définir votre offre. Vous vendez quoi? Des textes, lesquels? Est-ce que vous faites des livres blancs, des articles de blog? Est-ce que vous faites des pages de SEO locales? Est-ce que vous faites des FAQ? Est-ce que vous faites tout ça? Est-ce que vous créez ex nihilo toute la stratégie de contenu d'un site vitrine? Est-ce que vous êtes spécialiste des fiches produits? Vous allez travailler comme ça sur une offre en particulier que vous allez valoriser. Ce n'est pas parce que vous mettez en valeur une offre en particulier que vous ne faites pas tout le reste. Mais c'est important quand même de cibler précisément quelque chose qui va parler à la cible que vous allez essayer de viser. Ne vous éparpillez pas trop. Vous n'allez pas vous dire spécialiste du e-commerce et du site vitrine, parce qu'en fait, ce n'est pas incompatible, mais c'est très douloureux d'être formé en même temps et d'être bon en même temps sur ces deux types de projets. Dites-vous, je me donne par exemple 1 an pour être super doué sur le e-commerce et puis ensuite, je me formerai vraiment au site vitrine et au blogging par exemple, ou l'inverse. Mais essayez en fonction de vos affinités, de ce que vous savez déjà et ce que vous êtes prêt à faire pour vous former, à faire des priorités et à construire une vraie offre. Une fois que vous savez qui vous êtes, professionnellement bien sûr, mais bon, c'est important de se connaître personnellement pour ça. Quand vous savez comment vous positionner, quelle offre vous avez à donner, vous saurez plus facilement qui est votre cible, comment s'adresser à elle et du coup, où la trouver par rapport aux différents conseils que j'ai pu vous donner précédemment. Ensuite, tout l'enjeu, une fois que vous êtes là, c'est de bâtir votre réputation. Bien sûr, c'est ce qu'on disait, faire augmenter votre indice de confiance, montrer votre expertise, l'asseoir par du partage de contenu et de savoir. Ça, c'est la première étape. Le palier d'après, ça va être de développer des relations vraies avec les gens que vous allez rencontrer sur les réseaux ou dans la vraie vie, si vous visez un tissu local. Donc, avoir des relations réelles et puis être dispo pour ces gens-là. Par exemple, moi j'ai une collaboratrice depuis mes débuts qui est créatrice de site. On s'appelle une fois par semaine pour faire le point sur nos projets, mais on a toujours 10-15 minutes d'échange personnel. On connaît bien la vie de l'une de l'autre, on évoque nos difficultés, on se dit nos petits secrets, bref, on devient des amis. Et ça, c'est super important. C'est comme ça que vous allez être à l'aise en fait dans vos projets vis-à-vis des clients et que vous allez aussi pouvoir dire aux clients que vous partagez avec ce partenaire ne vous inquiétez pas, de toute façon, avec un tel, on s'appelle quotidiennement ou toutes les semaines, la communication existe et on sera là pour assurer le projet dans sa continuité. Donc, et puis ça vous permet de travailler avec des gens que vous aimez sincèrement et ça c'est très important. Donc vous allez être disponible, mais il va falloir aussi optimiser votre temps. Autant il faut sélectionner le type de réseau, il faut aussi rationaliser le temps que vous passez à échanger avec votre réseau en place. Parce que vous ne pouvez pas, si vous voulez développer votre activité et être rentable, passer 3-4 heures par jour
en pleine journée sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai un petit coup de mou, quand j'arrive pas à bosser. Bon, bah, c'est antiproductif. C'est pas ça qui me permet de me remettre au boulot. Donc, vraiment, optimisez quand même votre temps. Soyez clair avec vous-même. Je suis, par exemple, sur les réseaux jusqu'à 9h30 le matin, mais après, j'y retourne pas avant le soir. Ou j'y suis entre midi et 2, mais j'y passe pas ni le matin ni l'après-midi. Et puis vous verrez en fonction des contacts avec les personnes que vous connaissez, qui ne sont pas tous dispo au même moment. Donc de toute façon, si vous vouliez être en contact quotidiennement avec eux, il faudrait être connecté tout le temps. Et ça, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, je vous le déconseille. Vous verrez de toute façon que plus vous allez croître, plus votre clientèle va grossir et moins vous aurez besoin d'être présent sur les réseaux sociaux. Parce que finalement, les choses vont tourner un peu en automatique. Moi, par exemple, depuis mai où je suis sur Instagram, je suis moins présente sur Facebook, mais j'ai aucune baisse d'activité qui me provient de Facebook. Parce que maintenant, 2-3 interventions par semaine peuvent suffire à rappeler ma présence et puis à créer l'effet boule de neige que je souhaite. Ça, c'était le deuxième palier. Le troisième, c'est quand vous allez avoir vos clients, vos premiers clients, même s'il n'y en a qu'un. Il va falloir les soigner aux petits oignons. Ça ne veut pas dire tout leur concéder, ça ne veut pas dire être corvéable à merci, ça ne veut pas dire être dispo 100% du temps. Il faut cadrer quand même, c'est important, parce qu'après sinon, vous donnez un doigt, il vous prend le bras. Donc il faut cadrer, mais il faut être aux petits oignons avec eux. C'est-à-dire qu'il faut rendre un travail évidemment impeccable, être très exigeant, je pense que ça c'est la clé, être très exigeant sur la qualité de ce que vous produisez, que ce soit des textes ou autres prestations, être très à l'écoute, savoir que cette personne, elle a des moments d'indisponibilité, des moments de dispo, savoir par quels moyens elle préfère être contactée. Est-ce qu'elle préfère un petit coup de fil de temps en temps ou est-ce qu'elle privilégie le mail? Est-ce que c'est plutôt sur Messenger de manière un peu informelle? Ça, c'est à vous de le sentir, mais vous pouvez aussi lui demander. C'est important de dire, pour la suite, comment vous voulez qu'on communique. Donc ça, essayez vraiment d'individualiser, de personnaliser le mode de relation que vous allez entretenir avec vos clients. Et puis, l'autre point par rapport à ce premier client ou ces premiers clients, et vous allez l'appliquer bien sûr à long terme pour tous, ça va être, pardon, je perds le fil, je suis un peu fatiguée, ça va être d'être à l'écoute. Qu'est-ce qu'il a besoin d'exprimer? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Est-ce qu'il vient avec des idées préconçues qui sont erronées? Est-ce qu'il vient avec aucun savoir et puis il patauge dans la semoule? Il a besoin que vous soyez là pour le retirer de sa semoule et que vous lui disiez non, attends, te perds pas, ça c'est pour plus tard, ça on va faire ça. Lui donner en fait des ordres de priorité pour l'aider tout simplement à y voir plus clair dans ce qu'il a besoin de faire. Donc, vous allez soigner ce client, vous allez être à son écoute, vous allez pouvoir du coup lui proposer sur la base de cette analyse une prestation qui colle exactement avec son besoin. Vous allez aussi bien sûr analyser des facteurs extérieurs. S'il vient avec un site internet, il va falloir analyser ce site internet. Donc vous avez besoin de ces compétences-là pour pouvoir lui dire « c'est vrai, tu me demandes du blogging, mais tu vois… aujourd'hui, tes pages principales de site sont mal optimisées, elles ne sont pas référencées. Donc, est-ce que ce ne serait pas intéressant de les travailler pour ensuite lancer le blog? Et quand tu lanceras ton blog, alors la navigation de l'internaute qui le basculera sur l'accueil, la page à propos, ça sera favorable pour lui parce qu'il va tomber sur des pages bien construites, avec du sens, pertinente. Et du coup, voilà, pour ça, il faut que vous ayez le réflexe d'analyser de manière globale la situation de votre client. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini une mission? Moi, voilà ma petite astuce. Alors, sur des projets un peu conséquents, parce que pour un texte, ça m'arrive de ne pas demander spécifiquement d'avis. Mais sinon, quand je termine un projet, je vais dans ma boîte Gmail, je rédige un petit mail pour demander un avis client. Je mets le lien direct vers ma page Google My Business. Alors, si vous n'en avez pas une, créez-la.
Si vous ne voulez pas, mettez par exemple votre page Facebook ou voilà l'endroit où vous voulez recueillir vos témoignages, mais il faut que ce soit un espace public. Et vous mettez le lien pour lui faciliter le travail. Le mail est personnalisé et vous le programmez pour quelques semaines après la fin de la mission. C'est important parce que vous allez du coup rappeler à ce client, par exemple au bout de 3 semaines, un mois, qu'il a travaillé avec vous. Il va se dire, ah ouais, c'était super de travailler avec Manon, je suis trop content de mon site et tout. Et il va mettre son avis. Vous pouvez, avec cette stratégie, recueillir de mauvais avis. Et c'est pas grave. Moi, quand une relation client se termine et que le projet a été pas forcément au top du top, il y a eu des complications quelconques, ça peut arriver, je demande quand même un avis. Parce qu'en fait, soit la personne va se dire, bah non, je vais pas lui mettre d'avis du tout, j'ai pas envie de la saquer publiquement, ou alors ils vont se dire, bah oui, j'ai envie d'exprimer mon mécontentement ou mes doutes. Et alors là, vous, ça va rendre votre profil d'avis client authentique et vous allez pouvoir y répondre en disant, en effet, il y a eu telle ou telle difficulté, j'espère que vous retenez comme moi, qu'il y a eu aussi telle et telle chose positive. Voilà, vous rattrapez publiquement le coup. Et ça c'est vraiment important en fait. Vous répondez à tous les avis et vous pouvez solliciter des avis négatifs. C'est sûr que si on vous casse complètement, ça fait un peu mal, mais il faut essayer de garder un peu de distance, ne pas se sentir jugé personnellement, et puis se dire, je vais par ma réponse montrer mon professionnalisme aussi dans la relation client. Avoir des avis, c'est quelque chose qui va construire la confiance que des personnes qui ne vous connaissent pas encore et qui n'ont pas encore signé chez vous vont pouvoir avoir en tête. Ils vont se dire, quand même, c'est pas un faux profil trouvé sur Facebook, c'est quand même un professionnel qui a sa boîte qui tourne depuis tant de temps, qui a récolté un certain nombre d'avis, les 3/4 sont positifs. Je vois dans ses réponses que cette personne, elle est particulièrement à l'aise pour répondre, même quand on la critique. Il va se dire, c'est une personne réelle avec qui j'aimerais travailler. Donc, le témoignage client, privilégiez-le et surtout, publiquement, c'est important. Voilà, donc en gros, vous allez construire cette relation sur ces 3 paliers-là. Et ensuite, juste, je vous fais un petit résumé. Pour moi, ce qui se passe comme mécanisme quand on construit sa clientèle, ça se passe en fait en 4 temps. Dans un premier temps, vous suscitez l'intérêt. Dans un deuxième temps, vous bâtissez une confiance. Dans un troisième temps, vous obtenez la satisfaction du client. Et dans un 4e temps, sa recommandation. Un client satisfait, c'est un client qui va parler de vous. Vos clients qui sont des indépendants ou qui sont des chefs d'entreprise ont leur propre réseau. Et si eux ont créé un site et qui marche pour eux, ils vont avoir envie de vous recommander à d'autres chefs d'entreprise ou à d'autres indépendants en leur disant « Moi, j'ai travaillé avec un tel, au top, franchement, la relation s'est bien passée, je suis content de mon site, je suis content de mes textes, regarde le boulot qu'il ou elle a fait. » Il va lui partager ses propres contenus et là, vous avez possibilité de récupérer un nouveau client par la recommandation. Je vous en parle parce que c'est une réalité et que moi, je ne fonctionne quasiment que comme ça. En fait, aujourd'hui, je ne prospecte pas de manière froide, on va dire, mais par contre, j'ai énormément de recommandations. Un tel m'a dit que, j'ai vu que vous travaillez avec l'agence Bidule, il m'a montré tel texte, c'est exactement ce que je veux. Ça fonctionne, donc essayez de vous baser sur ces 4 éléments-là. Parce que la recommandation, c'est ce qui va faire que votre clientèle se construit et se développe. On passe un petit peu sur l'étape de la fidélisation. Une fois que vous avez attrapé un client, un seul, on s'en fiche qu'il y en ait 10. Un client, vous avez votre propre client. Très bien. Vous avez beaucoup de chance en tant que rédacteur web. Vous n'êtes pas comme le créateur de site web qui, malheureusement, ou le graphiste, passe son temps à aller récupérer de nouveaux clients. Une fois que le site il est construit, il ne va pas lui en faire un deuxième. Hein. Donc, il va falloir qu'il trouve un autre client pour vendre un nouveau site web. Vous, en tant que rédacteur web, vous vendez du contenu. Or, Google vous le dit, le contenu doit être publié régulièrement. Il faut qu'il y ait une ligne éditoriale qui soit suivie. Donc, c'est toujours mieux quand c'est la même personne qui rédige.
Donc vous avez là un argument en or pour que votre client reste chez vous. Si ça se passe bien, vous allez pouvoir le fidéliser, par exemple sous la forme d'un abonnement, en disant, bah voilà, tous les mois, je te livre 2, 3, 5, 10 articles, ça dépend du budget et du besoin. Donc rien qu'en étant sûr de la rédaction web, vous pouvez fidéliser mensuellement vos clients. Alors moi, j'ai un fonctionnement d'abonnement à l'année qui fait que je réduis le prix, mais du coup, il y a un engagement de 12 mois. Il y a la possibilité de se rétracter, mais avec un préavis quand même important de 3 mois, ce qui me permet, moi, de pouvoir me désengager si ça ne se passe pas bien. Le client, si son activité ne marche plus ou si il en a marre pour une raison ou une autre de vous, de pouvoir partir. Et sinon, ça me permet de voir venir à long terme et de me dire, voilà, le mois prochain, le mois d'après, le mois encore d'après, je sais que j'ai un tel. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour la fidéliser, votre clientèle, il faut vous montrer indispensable. Il faut montrer que vous apportez une valeur constante au fil des mois. C'est pas le tout de le soigner le premier mois, un peu moins le deuxième, et puis plus rien le troisième. Non. Vous devez être absolument constant dans la qualité de ce que vous fournissez. Vous devez être disponible au fil des mois pour pouvoir faire le point régulièrement. Moi, par exemple, à mon initiative, mes clients, je leur propose des rendez-vous réguliers, pas forcément très longs, parce que eux comme moi, on est très occupés. Mais parfois, il suffit d'un quart d'heure, 20 minutes, toutes les 2 semaines, par exemple, ou tous les mois, pour dire, voilà, on a fait ça, on a tel résultat. On continue, on continue, et sinon, ça va, toi, ouais, très bien, blablabla. Et ce client, vous lui avez rappelé qui vous étiez de manière personnelle et que vous étiez à fond dans son projet. Donc ça, c'est super important. C'est vraiment un outil de fidélisation, de vous montrer toujours là, à ses côtés, au fil du temps. Se rendre indispensable, ça peut aussi passer par le fait d'augmenter vos prestations. Par exemple, vous pouvez démarrer parce que vous débutez, par exemple, en rédaction web sur de la vente d'articles. Et puis, au fil des semaines, vous vous êtes formé sur la recherche de mots-clés. Donc, vous allez dire au client, tu sais, si tu veux, je pourrais te faire la recherche de mots-clés et le calendrier éditorial pour les mois prochains. Ça te soulagerait, ça t'éviterait de perdre du temps tous les mois à préparer ça, à m'envoyer un mail. Est-ce que ça t'intéresse? Et vous faites une offre chiffrée. La personne, elle va mettre dans la balance le budget supplémentaire avec le temps que vous lui libérez. À vous, en fait, de lui montrer que ce ratio, il est confortable pour lui, il est bénéfique. Et du coup, vous allez pouvoir vendre cette prestation en plus. Et puis après, vous avez mis les mains dans des WordPress, dans des PrestaShop, ce que vous voulez, dans du code, si vous êtes un peu courageux. Mais c'est bien, je vous le recommande, c'est important. Et vous allez pouvoir lui dire, moi, si tu veux, je peux intégrer tes contenus. C'est fini, tu n'as plus besoin de passer tes samedis matins à aller intégrer tes articles, les programmer. Si tu le souhaites, en plus de te faire le calendrier éditorial et la rédaction, je te propose de les intégrer, de paramétrer tous les éléments SEO, les métadonnées, etc. Et puis, je peux ajouter quelques images, comme ça, c'est moi qui gère les textes alt de l'image. Vous voyez, donc vous allez pouvoir augmenter petit à petit l'enveloppe du client en progressivement lui libérant de plus en plus de temps. Et ça marche vraiment. Moi, je suis partie avec des clients à 120 € par mois pour du pur blogging. Juste, je donnais mes textes au format Word et ils se débrouillaient. Aujourd'hui, c'est des clients qui me donnent à peu près 300, 400, 500 € selon le type de client. Et parce que je leur propose une prestation plus globale. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt, il est énorme. Pour vous, il est énorme. Parce qu'au lieu d'avoir 10 000 clients à 120 € par mois, d'un coup, vous avez, 8, 10 clients et ils font votre chiffre d'affaires. C'est tout. Donc, ça suppose de vous former parce que ces nouvelles prestations, il faut les assurer derrière. Mais vous pouvez le faire. C'est vraiment important et ça va vous soulager. Ça va vous rendre plus serein parce que vous ne passerez pas votre temps à passer d'un projet à un autre. Vous pourrez dire, allez, aujourd'hui, je me consacre à ce client et vous avez tout un tas de tâches variées à faire, vachement intéressantes, et vous allez pouvoir mieux mesurer les effets aussi de ce que vous vendez. Donc ça, c'est vraiment mon conseil.
Après, vous pouvez aussi partir sur des prestations qui sont beaucoup plus performantes et qui se vendent plus cher, mais ça suppose de dévier un peu de la rédaction web. Par exemple, moi, je me suis formée assez activement au SEO. Donc aujourd'hui, je vends des services de référencement en SEO sans forcément la rédaction. Donc on pourrait en parler, c'est un métier à part quand même. C'est pas juste chercher des mots-clés. Enfin, il y a tout un travail de suivi, de recherche de liens. Enfin bref, il y a beaucoup de missions complémentaires. Bon, aujourd'hui, j'ai des clients pour qui je suis référenceur SEO. Et la cerise sur le gâteau, c'est le fait que je suis formée en rédaction web et que je peux produire en plus les textes. Mais ça m'arrive aussi de piloter le SEO d'un site et d'aller acheter du contenu chez d'autres rédacteurs. Donc du coup, vous voyez, ça c'est aussi un moyen de fidéliser le client en lui disant aujourd'hui tu as une agence de SEO plus le développeur web plus ta rédactrice web. Moi je te propose de te faire un pack SEO rédac, t'es tranquille. Alors oui, ça c'est un peu le jeu, vous allez peut-être éliminer des concurrents, des partenaires qui étaient sur le projet. Faut pas le faire les pieds avec les sabots et puis il faut le faire en intelligence. Moi j'ai des clients par exemple qui sont très attachés à leur agence SEO ou très attachés à leur développeur web. Je vais pas aller mettre un coup de pied dans la fourmilière pour me faire une place, pousser tout le monde. Mais quand vous sentez qu'il y a une fragilité, qu'il y a un manque, que par exemple l'agence SEO, elle assure pas trop, parce qu'il y a des escrocs aussi. Quand vous voyez que les recommandations sont pourries, eh ben, il est temps, et ça construit aussi la confiance avec votre client, de lui dire, tu sais, moi je trouve que c'est pas une très bonne idée pour telle raison. Vous êtes factuel, vous pouvez vous appuyer sur des vraies choses et dire, je te propose qu'on mette en pause pendant 1 mois et qu'on applique autre chose. Selon la relation que vous avez avec le client, ça marche. En tout cas, moi, ça a marché à tous les coups. Et du coup, ça, c'est aussi un moyen de le fidéliser. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait ça? Quand on a construit son début de clientèle, quand on a fidélisé ses premiers clients, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il vous reste à continuer de soigner vos clients les plus fidèles. Il vous reste à accueillir avec soin tous vos nouveaux clients. Parce que du coup, si vous avez mis en place toutes ces choses, vous verrez que les nouveaux clients arrivent aussi par eux-mêmes. Parce qu'ils vous voient sur Facebook actif, parce que vous avez un site bien référencé, ou etc. Tout ce qu'on a pu voir, si vous l'avez mis en place, le bouche à oreille, les recommandations, ça va fonctionner, ça va vous apporter énormément de nouveaux clients. Donc, on n'oublie pas ces clients fidèles. On offre toujours le même service, voire mieux, c'est toujours mieux. On continue d'accueillir ces nouveaux clients avec le même soin. Et puis, on continue d'assurer sa présence. Aujourd'hui, je vous disais, j'ai moins besoin d'être présente sur Facebook. Oui, mais il ne faut pas que je parte complètement. Je le déconseille. Si vous disparaissez d'un réseau, vous allez très très vite voir les effets négatifs parce qu'on oublie très vite les autres. Il y a 2 ans, je me souviens d'un certain nombre de profils de rédactrices qui étaient super actives, on les voyait et tout. Elles ont disparu de la circulation et franchement, elles ne sont pas revenues et elles n'ont pas changé de métier. Mais ça a été très dur parce qu'elles ont été moins actives parce que la boîte marchait, qu'elles avaient plein de commandes. Et puis petit à petit, elles n'ont plus du tout posté, elles n'ont plus été présentes, elles n'ont pas entretenu les relations avec les autres rédacteurs, les créateurs de sites, et elles ont disparu complètement de la surface des réseaux. Donc, restez présents. Si vous vous êtes engagé, par exemple, sur un groupe d'entrepreneurs en local, continuez d'aller au rendez-vous, même si vous n'avez pas besoin de clients. Moi, aujourd'hui, mon planning, par exemple, il est largement plein jusqu'à fin novembre. Ça grignote largement aussi décembre et je compte prendre des vacances. Mais ça ne m'empêche pas de continuer d'assurer cette présence parce que je peux dire aux gens, c'est pas grave, moi je ne suis pas dispo, mais je connais un tel ou une telle. Allez vers elle, c'est bien de recommander les autres. Ils le feront pour vous aussi quand vous en aurez besoin. Et puis, je sais qu'en janvier, voilà, si la personne est prête à attendre, elle attendra janvier de toute façon. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, essayez de faire ça. C'est important. Après, il y a quelques petits écueils que j'aimerais vous donner. C'est, par exemple, quand on débute, on accepte tous les clients qui nous viennent. C'est un peu normal. Je l'ai fait.
c'est sans jugement. Mais avec le temps, essayez de faire le tri. Il y a plein de types de tri à faire. Le tarif, si c'est pas rentable pour vous, c'est non. Ça sert à rien de bosser pour 3 cacahuètes parce que vous allez perdre du temps. Utilisez plutôt ce temps, quitte à pas être très bien rémunéré, pour faire autre chose. Pour développer votre site web, pour préparer vos publications sur les réseaux, pour aller aider dans les groupes. Utilisez ce temps qui, de toute façon, aurait été payé de manière minable pour faire des choses à haute valeur ajoutée pour plus tard. Ensuite, triez aussi les clients sur la thématique. Par exemple, moi, j'ai été recommandée la semaine dernière pour un client dans l'industrie chaudronnerie. Bon, voilà, franchement, j'aurais pu dire oui, il y avait un super budget et tout. J'ai dit non, parce que c'est pas du tout une thématique qui m'intéresse. Je vais passer des heures à bâiller devant mon ordinateur, je vais pas avoir les compétences, les connaissances. Ça va me gonfler en fait. Donc, même si j'accepte des fois des projets et je me dis, je suis folle, j'y connais rien, mais je sens au fond de moi que j'ai une attirance particulière pour ce domaine. Donc, essayez aussi, en tout cas avec le temps, mais assez rapidement quand même, de faire le tri des thématiques qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. C'est vraiment important. Vous verrez, ce sera plus rentable en fait. Ensuite, autre écueil. On a tendance à se laisser impressionner par les autres. Oh là là, elle poste 15 stories par semaine. En plus, elle a des super publications. Puis je vois que sa page Facebook est active. Puis elle propose des trucs, des lives, des machins. Mais moi, je fais rien de tout ça. On s'en fiche. On s'en fiche. Parce qu'en fait, vous faites ce qui est bon pour vous. Avec les choses avec lesquelles vous êtes aligné. Moi, vous ne m'avez pas vu faire de Reels, par exemple, parce que me dandiner sur Aya Nakamura, non, j'ai pas envie en fait. Donc, j'attends de voir ce que vont devenir les Reels, s'il y a des possibilités de faire des choses un peu fun, mais qui sont quand même concordantes avec ma personnalité et qui vont vraiment intéresser ma cible, parce que personnellement, je ne crois pas que ma cible ait envie de me voir me dandiner sur des musiques à la mode. Donc voilà, c'est pas mon vecteur. Ça m'empêche pas d'être en vidéo. C'est pas la vidéo le problème. Donc je suis pas impressionnée par toutes ces filles ou ces garçons sur Instagram qu'on voit faire des reels. Je suis heureuse pour eux, ils sont à l'aise, ça marche, tant mieux. Chacun sa stratégie. Ne vous laissez pas impressionner parce que c'est aussi comme ça qu'on fait moins bien, qu'on se ronge les ongles le soir sur son canapé. Et en fait, il faut croire en soi. Vous le valez. Je ne sais pas si vous entendez les bruits de travaux, mais désolé, j'ai des voisins qui font une toiture. C'est génial. Et ensuite, dernier écueil que j'avais noté, n'ayez pas peur de déranger. N'ayez pas peur de déranger dans les groupes quand vous posez des questions. N'ayez pas peur de déranger les contacts que vous faites auprès de gens qui font le même métier que vous, parce que eux aussi, ils ont une certaine solitude. Eux aussi, ils ont leur lot de questions. Allez vers eux, nouez des relations et dites « ouais, aujourd'hui, j'ai pas le moral, on peut papoter un peu ». Ça va marcher et ça va vous faire vraiment du bien. C'est particulièrement vrai si vous êtes un peu solitaire, vous avez peut-être pas, vous vivez peut-être seul, ou alors votre mari, votre femme, votre compagnon, votre chat, vos enfants, tout ça, c'est des personnes et animaux qui sont pas trop proches de vous. Donc vraiment, si vous êtes un peu solitaire par choix, ne négligez quand même pas le contact et osez déranger. Osez déranger quand vous avez une question, quand ça va pas. Tout le monde se pose des questions et il n'y a pas de questions bêtes. Franchement, il n'y a jamais de questions bêtes. Et puis, n'ayez pas peur de déranger vos clients. Moi, j'ai des clients qui sont peu joignables, ils ont plein de trucs à faire et tout. Quand j'ai besoin de les joindre, j'insiste à mort. Je les appelle plusieurs fois de suite. Je leur laisse des messages vocaux, je leur fais un mail. Enfin, je peux multiplier comme ça. Quand il y a une urgence, que j'ai besoin de transmettre une info, d'en recevoir une, de le faire. La semaine dernière, j'avais un client qui m'avait demandé d'inventer le 10e sujet de sa commande et il ne m'avait pas confirmé, mais il fallait que je lui livre quand même le contenu pour la deadline, quoi. Donc j'ai essayé de l'appeler, pas de réponse, je lui ai mis un mail, je lui ai dit voilà le sujet que j'ai proposé il y a 4 jours, si vous ne me le confirmez pas dans l'heure, je suis désolée, vous ne pourrez pas avoir ce contenu à temps comme prévu, vous l'aurez la semaine prochaine. Il a réagi très vite, hein.
Donc, il faut aussi être un peu ferme. Quand vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. Demandez-le parce que c'est comme ça que vous ferez du bon boulot. Voilà, donc en gros, ayez confiance en vous. Dites-vous qu'il y a des clients un peu partout, mais que tous les clients ne sont pas pour vous. Dites-vous que vous n'êtes pas le prestataire qu'il faut à chaque personne que vous croiserez. Des fois, ça ne marchera pas et c'est pas grave. Ne prenez pas personnellement toutes ces choses-là. C'est important. Et puis ensuite, dites-vous aussi que fidéliser, ça va vous laisser un temps de respiration hyper important. Quand on a des clients qui sont fidélisés sous le mode de l'abonnement, qu'on sait que tous les mois, on a 1000, 1500, 2000 euros qui rentrent en régulier, on a moins de pression par rapport au développement d'autres clients, le fait de prospecter, on a moins de pression financière, on peut faire des projets. Moi, depuis que je suis en auto-entreprise, j'ai enfin pu faire ce que j'ai jamais pu faire en tant que fonctionnaire ou salarié auparavant, un crédit maison, un crédit voiture. Donc, c'est aussi parce que j'ai fidélisé et que j'ai une enveloppe de sécurité. Donc, bien sûr, un client fidèle, il peut partir, mais il ne partira pas du jour au lendemain. Vous le saurez, en fait. Ensuite, libérez-vous du temps grâce à cette fidélisation pour travailler sur votre marque, sur votre communication, sur votre site web, sur vos réseaux. Et puis, prenez du temps pour être auprès des autres, pour les aider, pour les aimer. Donnez-leur en fait un maximum de choses que vous avez envie aussi de recevoir. Parce que voilà, si vous donnez rien, vous recevrez rien. Ça, c'est les relations humaines. Je pense que je vous apprends rien. Et faites-le avec sincérité. Ne vous forcez pas à être à tout prix hyper gentil ou voilà. Mais construisez des relations sincères. Et en fidélisant des clients, vous avez du temps pour ça. Vous avez plus de sérénité. Donc, mettez-le à profit aussi pour aider les autres, c'est bien, c'est important. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà. Du coup, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je tourne ma page, mais je crois. Yes. Donc j'ai fini. S'il y a des commentaires, des questions, si vous voulez que je développe des points, j'ai du temps, donc pas de souci. Et si vous préférez passer en message privé quand vous serez plus dispo, il n'y a pas de souci aussi. Je lis vos petits commentaires, c'est gentil, merci. Bon, ça va, les travaux ne gênent pas. Ah, merci, l'enseignante bienveillante. En tout cas, bon, voilà, j'espère vous avoir apporté pas mal de choses, que ça vous a rassuré sur le fait qu'on peut trouver des clients en rédaction web et puis que ça peut tourner tranquillement, en fait. Ah oui, j'ai une question de Claude. Dans les grands ensembles, comment peut-on développer notre identité numérique? Est-ce un préalable? Quel bonheur d'écouter tes conseils. Merci. Alors, dans les grands ensembles, comment peut-on développer notre identité numérique? Pour moi, évidemment, ça passe par un bon site web bien référencé, avec du référencement local, une page Google My Business. Il faut aller dans des groupes de ta région, Claude. Essayer d'être présent il y a beaucoup de groupes sur Facebook, tu es deux plus la commune. Allez sur ces groupes-là. Généralement, ils autorisent la publicité en plus. Faites des recommandations et soyez présents pour faire votre publicité. C'est pas un préalable parce qu'en fait, on peut commencer sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé comme ça en tout cas. Ça m'a permis quand même de trouver largement des clients. Mon site n'est pas référencé puisque je ne travaille pas dessus actuellement. J'ai vraiment trop de choses à faire par ailleurs. J'ai d'autres priorités. Mais bon, c'est toujours le projet. Donc, ce n'est pas un préalable. Mais par contre, c'est important de le faire quand même, d'avoir sa propre identité, de pourquoi pas payer un graphiste professionnel pour vous aider. Faire appel peut-être à un spécialiste du marketing si vous avez du mal à positionner votre offre, à trouver en fait, à faire des études de marché, tout ça. Donc ça peut aussi être utile. J'espère que je réponds à ta question. Claude, n'hésite pas si ce n'est pas le cas. Alors Magali, super Soleil, merci. Ah génial, super, je suis ravie Magali si ça t'a permis d'avoir une meilleure vue sur les choix que tu vas faire. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, c'est chouette de vous trouver là et que vous soyez présents, ça me fait chaud au cœur. J'avais un peu peur de me retrouver toute seule à mon live, de parler 1 heure devant la caméra toute seule, c'est pas mon truc.
Donc, je suis super contente. Bon, en tout cas, vous savez où me trouver. Vous savez que je suis dispo de partout. Donc, voilà. Je donne juste une petite info, mais je referai une vidéo là-dessus. C'est surtout pour les profs en reconversion qui me regardent. J'en ai discuté en message privé avec certains. Je vais lancer une masterclass à l'automne qui va être en fait le point de départ d'une formation qui va être dédiée à vous, donc spécifiquement aux profs qui veulent devenir rédacteurs web parce que vous êtes dans une situation complexe, vous n'avez pas droit au CPF, vous n'avez pas le droit au chômage, certains motifs de disponibilité ne vous permettent pas de travailler. Donc, vous pouvez avoir besoin de vous former de manière un peu efficace, personnalisée et à bas prix. Donc là, actuellement, je suis en train de travailler sur le contenu de cette masterclass et sur le programme de formation qui suivra. Et évidemment, en train de travailler sur les tarifs. En tout cas, ce sera quelque chose, c'est mon objectif, qui sera accessible à des enveloppes budgétaires peu élevées et qui tiendra compte du fait que vous êtes un peu sur des revenus bas, voire inexistants pour certains. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire que ça vous intéresse, que je vous tienne au courant de quand ça va sortir, etc. Surtout que j'aurai sûrement besoin un peu de vos retours pour améliorer, toujours. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ouais, super Christelle, oui, tu pourras rattraper le début. Je t'en prie Claude, avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir été présent. Et alors Ziane, je ne sais pas si c'est ton prénom, parce que du coup, je crois que tu m'as rejoint de Facebook perso. Mais je te remercie pour tes interventions aussi et ta présence. Et puis il y avait aussi tout un monde. Tout un monde, c'est qui? Je ne sais pas ton prénom. En tout cas, merci à tous. Je vais vous laisser et puis n'hésitez pas du coup à revenir vers moi avec vos questions, vos intérêts. N'hésitez pas à partager aussi mon profil et ce live est en replay, donc comme ça il sera visible par tous. Oui, tu as raison Magali. Non mais il y a une vraie souffrance. Ah Elodie, voilà, merci. Il y a une vraie souffrance chez les profs. Je l'ai traversée, hein. J'ai fait un burn-out qui m'a bien assommée. Je sais, c'est malheureux parce qu'en fait, c'est un des plus beaux métiers du monde, mais le contexte est tout pourri. Donc, ils ont besoin de respiration, ils ont besoin de faire quelque chose au calme, d'un métier au calme, qui soit beaucoup plus adapté à leur vie de famille. Parce que souvent, quand on est prof, on a des enfants. Et donc, on a envie d'aimer nos enfants, d'être près d'eux. Voilà, donc la rédaction web, elle permet ça aussi. Merci à vous tous. Merci Marine, c'est très touchant ce que tu me dis. Au plaisir de travailler avec toi. Hein. Et je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt du coup. Ciao, ciao.